Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Lorange. Monsieur Lorange, bonjour. Bonjour. Philippe Lorange, vous êtes présentement chroniqueur à Cube Radio. Vous avez publié plusieurs textes sur des sujets liés à l'identité québécoise, la langue française, l'éducation notamment, et ce sur plusieurs plateformes incluant le Journal de Montréal, l'Action nationale, Le Devoir, l'autre journal et La Presse. Vous avez aussi récemment obtenu votre maîtrise en sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un intellectuel? Est-ce que ça colle à la vision que vous avez de vous-même? C'est pas nécessairement un mot, que je vais nécessairement utiliser pour parler de ma personne. C'est-à-dire que j'essaie d'intervenir. C'est-à-dire j'essaie de dire quelque chose de pertinent dans l'espace public quand je pense que je peux apporter quelque chose de pertinent et d'original. Donc après, le terme qu'on veut utiliser pour décrire ma personne, ça peut être peu importe, ça peut être intellectuel, n'importe quoi. Je suis surtout étudiant, c'est surtout ça. J'étudie la sociologie, j'étudie la démocratie, nos sociétés. Et donc, vous avez publié sur plusieurs plateformes. Avant de passer au cœur du sujet, est-ce qu'il y a un livre qui vient bientôt de votre part? Pour l'instant, je me concentre beaucoup sur les études, je vous dirais. Donc, par le passé, j'ai toujours eu des projets d'écriture comme tel, mais pour l'instant, je me concentre surtout sur les articles, les textes. Puis évidemment, le doctorat arrive, donc il faut réfléchir au programme de bourse et tout ça. Et ça prend quand même du temps. Le doctorat sera à l'UQAM, en sociologie? Oui, mais c'est ça, je compte peut-être faire une co-tutelle avec une autre université, mais donc c'est un projet, il n'y a rien d'officiel comme tel, mais oui, la première année va se faire à l'UQAM comme tel, toujours avec Jacques Beauchemin en sociologie. Parfait, bonne chance. Merci. Passons justement au cœur du sujet, ce qui me semble être votre sujet de prédilection. La souveraineté et l'identité québécoise. Vous êtes prononcé en faveur de l'indépendance du Québec à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui motive ce désir de souveraineté québécoise et comment en êtes-vous venu à la conclusion que le Québec devait être souverain? Il y aurait beaucoup de choses à dire, en fait. Parfois, je dis à mes amis que tous les chemins mènent au Québec, donc... Pas à Rome. Mais j'aime beaucoup un mot de Robert Laplante, le directeur de la revue L'Action nationale, un de nos grands intellectuels, je crois, au Québec, qui disait « Une question nationale se résout où elle pourrit tout ». Et je crois que nous sommes à ce stade de notre histoire où il devient de plus en plus évident que, puisque nous n'avons pas résolu la question nationale, tout se met à pourrir. Donc, on le voit dans, par exemple, tout le choc Québec-Canada sur la laïcité, quelles sont nos valeurs, le français, l'immigration, puis toute la pression qu'apporte l'immigration canadienne sur l'éducation, la santé, le logement. Donc, on voit, tout se met à pourrir parce qu'on n'a pas résolu une question fondamentale. C'est pour ça que je dis, un peu mi-blagueur, mi-sérieux, tous les chemins mènent au Québec et à la question nationale, parce qu'on revient toujours à ça, si on veut. C'est-à-dire que si on ne se respecte pas comme peuple, autrement dit, si on ne se prend pas en main, c'est sûr que ça finit par se refléter un peu partout, non seulement dans des enjeux politiques, mais tout simplement dans notre personnalité collective. Donc, souvent, on entend des gens dire « les Québécois sont losers, vous avez toujours perdu ». Nécessairement, avec ce genre de discours-là, qui vient carrément tout simplement de certains faits historiques, c'est-à-dire que oui, on a perdu l'indépendance, mais ça finit par se refléter dans une déprime collective, un sentiment que nous ne sommes rien, nous ne valons rien, et donc ça finit nécessairement par se refléter dans toutes sortes d'enjeux. Donc, tant et si longtemps qu'on n'a pas défait ce genre de nœud psychologique-là, on est toujours pris avec toutes sortes de problèmes qui n'en finissent plus, et c'est pour ça que je crois que c'est une question centrale, une question existentielle. Est-ce que vous en êtes venu à votre position souverainiste, je dirais intellectuellement, par la lecture, par les discussions avec d'autres personnes, bien sûr, discussions politico-économiques, sociales et autres, ou est-ce que l'appartenance au Québec était tout simplement un fait et donc un fait dans le sens où ça venait de soi, ça allait de soi, ou, comme j'ai dit, est-ce qu'il y avait un parcours intellectuel ou est-ce que c'est un peu des deux, là, c'était inné et en même temps appris, si je peux dire? Moi, je dirais que c'est surtout appris, en fait, surtout un parcours intellectuel, parce que mes deux parents ont voté non avant même de se connaître. Et donc, j'ai pas grandi dans un milieu où on m'inculquait l'indépendantisme et encore moins le militantisme politique. J'ai pas du tout grandi dans ce milieu-là. C'est vers l'âge de 13 ans que j'ai découvert la politique, notamment par l'élection de 2012, que j'ai commencé à avoir la piqûre pour la politique. Et à ce moment-là, moi, j'étais tout jeune, 13 ans, puis mon réflexe, c'était de me dire, je veux pas qu'on casse le pays, donc j'apprenais tout juste l'existence d'un mouvement indépendantiste au Québec. Et à l'époque, je voulais rien savoir de casser le Canada. Je me disais, je suis canadien et québécois.
Et donc, pendant toute ma deuxième secondaire, je me disais très fédéraliste, très fier d'être Canadien. Puis je disais même que tôt ou tard, il fallait qu'on s'assimile à l'anglais. Et donc, oui. Mais bon, j'étais quand même très jeune. J'étais quand même jeune, là. Mais oui, ça allait à ce point-là, parce que je me disais, pour moi, une langue, c'est juste un moyen de communication. Et donc, celui qui est le plus parlé dans le monde, qui est le plus efficace pour la business, bon, ben, c'est l'anglais. Donc, j'avais ce point de vue-là à l'époque. Et j'étais quand même ouvert d'esprit parce que j'étais conscient de mon insuffisance intellectuelle. J'étais tout jeune à ce point-là. Je prenais le temps de lire différents points de vue. Et c'est donc, je dirais que c'est en découvrant notamment des chroniques de Mathieu Bock-Côté que ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Parce que je trouve que c'est un de nos grands intellectuels au Québec. Puis il m'a fait comprendre que notamment la langue, c'est pas juste un moyen de communication. Et donc, à partir du moment où j'ai compris que la langue, c'est aussi une identité, c'est une culture, c'est une manière de voir le monde, j'ai compris beaucoup de choses. Puis j'ai aussi compris que le statut du Québec, les grands problèmes du Québec ne viennent pas du fait qu'il y a un mouvement indépendantiste puis une revendication pour la nation, mais au contraire du fait que nous avons un statut fédéré, un statut de colonisé. Donc les problèmes qu'on a en ce moment viennent beaucoup plus du fait que nous sommes des colonisés comme tels, les Québécois, que du fait que de notre québécité même, si on veut. Alors qu'à l'époque, je me disais, si on a des problèmes, c'est parce qu'on est Québécois, on n'est pas bon. Mais là, mon point de vue a complètement dû changer à 180 degrés à partir du moment où je l'ai découvert. Puis après, j'ai approfondi ma réflexion par la lecture de livres, par des documentaires, par en découvrant mieux l'histoire. Donc c'est vraiment intellectuellement que j'ai découvert ça. Et donc, c'est peut-être pour ça que je suis plus un converti comme tel. Donc, comme vous savez, les convertis, parfois, ont beaucoup d'énergie. Un zèle. C'est ça, oui. Vous avez également écrit sur la question de l'identité nationale, qui est bien sûr liée à celle de l'indépendance. Qu'en est-il de celle-ci dans le Québec contemporain? Quel est l'état des lieux, si je peux dire, de l'identité québécoise aujourd'hui? Ben, je dirais que ça va à la fois assez mal et pas aussi mal qu'on le laisse prétendre. Parce que je vois parfois des gens qui me disent tout est foutu, il n'y a plus rien à faire, les nouveaux arrivants puis les jeunes, ils écoutent juste de l'anglais puis ils veulent rien savoir. Moi, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais justement, j'ai fait mon mémoire de maîtrise là-dessus pour connaître la conscience nationale des jeunes Québécois. Et je le savais très bien, parce que moi, je le savais, je connais des jeunes un peu partout au Québec. Les jeunes, c'est pas vrai qu'ils sont antinationalistes puis qu'ils sont indifférents. Et donc, justement, on en reparlera plus tard, mais justement, moi, je pense pas que tout est foutu, même si ça va quand même assez mal. Pourquoi ça va mal? Parce que nous avons de moins en moins de grands référents culturels. C'est-à-dire, on a pu... la télé québécoise, par exemple, qui a beaucoup uni les Québécois, notamment la génération boomer et la génération, juste avant, la génération silencieuse. Mais on le voit chez les jeunes, ce n'est plus du tout le câble. On n'est plus dans le même câble qui réunit tout le monde. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est très mauvais pour la nation, le fait qu'on s'éparpille un peu partout et que soit la culture de masse américaine qui s'impose davantage. Ça, à mon avis, c'est assez mauvais pour l'identité nationale. Le globish. Oui, c'est ça. Puis nécessairement, ça finit par se teinter dans justement le sentiment d'une appartenance nationale. Et à mon sens, c'est non seulement mauvais pour la société d'accueil, mais également pour les nouveaux arrivants. Moi, quand je parle d'identité nationale, c'est vraiment pas une idée exclusive que j'ai. J'ai pas du tout un point de vue ethnique, comme certains le disent, ou ethno-nationaliste. C'est pas du tout ça l'idée. Je suis vraiment en continuité avec les Fernand Dumont, Michel Brunet et Jacques Beauchemin et d'autres. C'est-à-dire, on est une nation moderne, donc on a une identité qui est plurielle, c'est tout à fait normal. Il y a un point de convergence qui est la majorité historique francophone, et donc les nouveaux arrivants sont appelés, si vous voulez, à converger vers la majorité historique francophone tout en gardant leur bagage culturel. Donc pour moi, l'identité en ce moment a des problèmes à essayer à mieux converger avec des grands référents, mais je pense que tout n'est pas foutu. Je pense que les jeunes sont encore là, il y a encore quelque chose à faire. Il y a un retour dernièrement dans les médias, certains groupes de jeunes nationalistes dans le contexte québécois, là, nationalistes ici, qui ont fait des manchettes à Radio-Canada de mémoire. Mais j'avais l'impression en les écoutant qu'ils confondaient les questions, entre guillemets, de gauche, surtout l'environnement, je dirais, mais d'autres questions quand même relativement classées à gauche, et l'indépendance, comme si l'indépendance se faisait pour obtenir ces choses-là. Est-ce que dans vos recherches, vous avez remarqué quelque chose de similaire, ou est-ce que la jeunesse québécoise, son identité nationale est plutôt, j'ai envie de dire, enracinée, disons-le comme ça? Moi, je dirais que, en tout cas, du moins les jeunes qui rejoignent dans 6 régions différentes du Québec, par le biais de questionnaires, avaient plus une conception de l'identité nationale qui était plus proche, si on veut, de l'enracinement. Donc, il n'est pas dans l'idée qu'il faut d'abord faire l'indépendance pour un projet de gauche écologiste, socialiste, féministe. Mm-hmm. Donc, si on parle d'indépendance, si on parle de ces enjeux-là, c'est toujours pour revenir à le fait qu'on a une identité québécoise qui est centrée sur le français puis l'histoire. Donc, moi, je pense que chaque fois que ce genre de jeunes-là arrivent dans les médias, c'est parce que c'est surtout
il y a des grands médias qui trouvent un certain intérêt à aller chercher ces jeunes-là parce qu'ils confortent, si on veut, le point de vue d'une certaine élite journalistique, une élite médiatique, qui veut conforter son point de vue en allant chercher par exprès une jeunesse montréalaise plus bobo, plus écologiste, féministe, mais qui ne correspond pas à l'immense majorité des jeunes Québécois qui vivent notamment en dehors du Grand Montréal et même à l'intérieur de Montréal. On parle d'enracinement, ça semble être un concept qui vous est cher. Vous en avez parlé dans au moins un texte, sinon deux, sinon plus qu'un. Pouvez-vous nous décrire quelle est votre définition de l'enracinement et pourquoi y accorder la valeur que vous lui apportez? C'est une excellente question, mais je ne suis pas le premier à en avoir parlé. Mais c'est-à-dire, je pense que là, nous vivons une époque... c'est-à-dire que si on revient à un point de départ, je pense que dans l'âme humaine, il y a à la fois un besoin d'enracinement, mais un besoin d'émancipation. Donc, on a à la fois besoin de s'enraciner dans une communauté historique, dans un lieu qui nous est cher, qu'on cultive, qu'on approfondit avec le temps. Et en même temps, si on était trop juste dans l'enracinement, on serait dans des sociétés holistes. Autrement dit, le collectif prime sur l'individu, puis on est comme corseté dans des sociétés qui nous imposent toujours leur point de vue, qui veulent pas qu'on fasse nos propres choses, notre propre destin. Donc l'homme a aussi besoin d'émancipation, d'affirmer son propre destin personnel, sa propre individualité. Donc je pense que les deux sont importants. Cela dit, à chaque époque, il y a toujours un des deux besoins qui finit par primer sur l'autre. Et là, je crois que nous vivons une époque où il y a comme le souci d'émancipation est tellement exacerbé que nous oublions les vertus de l'enracinement. Et qu'est-ce qu'on entend par enracinement pour répondre plus directement à la question? On le fait, par exemple, de simplement comprendre l'importance de la famille, l'importance d'appartenir à une nation, à une civilisation, de comprendre que tout ça, on n'a pas à faire table rase de ça. Et évidemment, on peut toujours critiquer, on peut comprendre que ça a ses limites, mais de faire table rase, de dire c'est fini la famille, la nation, on ne veut plus rien savoir, ça ne fonctionne pas à mon avis. Tout ça, ça contribue à faire construire l'individu, à le faire grandir. C'est précisément en ayant c'est ce genre de grands piliers qu'un individu peut grandir. Parce que moi, je pense que l'homme est d'abord un héritier. Il hérite d'une civilisation qui lui transmet quelque chose. Et en ce sens, il doit faire preuve d'une certaine gratitude à l'égard de sa collectivité. Donc, c'est normal qu'il s'enracine pour mieux s'émanciper, paradoxalement. C'est-à-dire, justement, quand on est quelqu'un, par exemple, qui est plus cultivé, qui maîtrise la langue, qui connaît bien sa nation, son histoire, on est bien placé pour mieux s'en émanciper et pour mieux la relativiser, pour prendre la distance et pour faire ses propres choix. Mais aujourd'hui, dans un Canada post-national, et je cite notre premier ministre Justin Trudeau, mais quand on parle beaucoup de Trudeau, là, mais soyons francs, là, le post-nationalisme, le transnationalisme sont des théories très en vogue un peu partout en Occident, et la même vague, les mêmes tendances touchent à peu près tous les pays occidentaux, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis surtout. L'enracinement aujourd'hui, à quel point est-il possible? Surtout, vous avez mentionné là, l'influence internationale des médias. Maintenant, là, le fait que c'est très facile de passer sa vie sur des médias qui ne sont pas québécois ou canadiens. Même, là, en gros, on vit en parallèle aux États-Unis à la culture américaine. Quels sont les grands défis auxquels fait face l'enracinement dans ce contexte? C'est sûr que pour le Canada anglais, officiellement, ça se dit post-national, mais dans les faits, il n'en demeure pas moins que le Canada anglais demeure anglophone. Et il y a toujours quand même une certaine fierté nationale derrière le drapeau, derrière un hymne. Donc, officiellement, le Canada se dit post-national sous Justin Trudeau, sous plusieurs autres, mais dans les faits, il y a toujours une forme de nationalisme quelque part. Après, moi, en termes d'enracinement, je prendrais un cas concret qui a vraiment des conséquences présentement. On regarde la génération Z, celle qui est née entre 1995 et 2010, si je me souviens bien. Donc, c'est ma génération. Qu'est-ce qu'on constate? Que ce soit aux États-Unis ou un peu partout dans le monde occidental du moins, c'est une génération qui est, parmi toutes les générations en vie en ce moment, c'est la plus anxieuse, la plus dépressive et qui est la plus propice à des tentatives de suicide. Pourquoi? Pourtant, elle n'a pas vécu la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas vécu ces grands bouleversements-là. Mm-hmm. Et pourtant, elle fait l'objet de dépression, anxiété, tous ces grands problèmes-là. Pourquoi? Précisément, je crois, par un déficit d'enracinement dans la famille. Parce que de nos jours, je crois, on peut le lire un peu partout, que ce soit par Christopher Lasch, La culture du narcissisme, et plein d'autres auteurs qui sont d'accord que c'est... La révolte des élites aussi de Lasch. Ça, absolument. Bon, depuis les années 60-70, on peut dire que nos sociétés occidentales sont devenues beaucoup plus individualistes, de telle sorte que de nos jours, par exemple, la famille est beaucoup moins traditionnelle. Et donc, les parents... on n'en parle pas beaucoup dans les médias, je trouve, mais les parents sont beaucoup moins axés sur la responsabilité à l'égard de l'enfant et plutôt sur leur propre plaisir personnel. Et l'enfant est vu comme un ami et non comme
quelqu'un qu'il faut... c'est-à-dire on n'est pas vu... Le parent est moins vu comme un tuteur que comme un accompagnateur, un ami. Ça se reflète également à l'école, également. Le professeur est un enseignant qui... C'est plus le maître. C'est ça, non, c'est ça. Ce n'est pas un maître, c'est vraiment un enseignant qui accompagne l'élève. Facilitateur. C'est ça. C'est comme si on voit l'enfant comme un génie potentiel, puis là, il faut juste révéler son génie sans lui inculquer quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça donne des enfants, puis c'est les psychologues qui en parlent. Je pense notamment à Gene Twenge aux États-Unis, qui disent qu'un enfant a besoin de recevoir des savoirs fondamentaux, puis d'avoir comment je pourrais dire ça, des référents clairs pour mieux avancer par la suite. Et c'est prouvé d'ailleurs que quand on met un enfant, par exemple, dans une cour avec une clôture, il a plus tendance à jouer et à prendre l'espace que si on le laisse dans un endroit où il n'y a pas de clôture puis on lui dit t'es libre. C'est-à-dire que si on lui laisse comme un espace où c'est comme très vaste, puis il n'y a comme pas de clôture, il n'y a pas de balise. S'il n'y a pas de balise, de délimitation claire, c'est comme si ça l'inquiète parce qu'il est comme pas trop sûr d'où est-ce qu'il peut aller. Parce que si on lui met des limites claires, là, ça lui met un espace sécuritaire. Donc je pense que si on était plus enraciné dans l'école, la famille, ça aurait des répercussions beaucoup plus... C'est-à-dire serait beaucoup plus positives parce que l'enfant aurait eu un bon développement. Dans les bons stades de la vie, il y aurait eu une famille qui a le souci de la responsabilité, de la transmission également, qui inculque des vrais devoirs également, pas juste des récompenses. Donc, si on est dans l'enracinement très tôt dans la vie, ben, ça permet de mieux, comme je te disais plus tôt, de mieux s'émanciper par la suite. Puis d'ailleurs, Hannah Arendt avait déjà dit il faut que l'école soit conservatrice, précisément pour garder le potentiel révolutionnaire de chaque enfant. Oui, tout à fait. L'enracinement ici, là, on comprend qu'il est, dans le contexte québécois, lié à l'identité nationale. J'aimerais vous emmener sur le terrain de la politique appliquée. Comment envisagez-vous le paysage politique québécois en ce moment? Mais en ce moment, je dirais que je pense que ça se passe quand même plutôt bien en ce moment. Pourquoi? Parce que, j'en parlais quand même à Cube Radio encore récemment, c'est-à-dire que de 2003 à 2018, on a vécu une sorte de petite noirceur avec les libéraux, puis on était constamment pris avec des scandales de corruption chaque semaine, des sièges sociaux qui sont vendus. Donc pendant une quinzaine d'années, je crois qu'on était dans une atmosphère absolument malsaine pour la conscience collective. Et là, avec François Legault, les choses ont changé. On est plus avec un homme qui est fier d'être québécois, qui le dit, qui n'est pas gêné de le dire. Mais en même temps, on se rend compte depuis un an tout le monde se rend compte qu'il y a une insuffisance de la fameuse troisième voie caquiste, de l'autonomisme caquiste, qui est surtout un autonomisme de parole, à mon sens, qui se traduit par peu de gestes, ou de moins des demi-gestes. Et donc, qu'est-ce que ça fait? On le voit dans les sondages, le Parti québécois trône dans les sondages. Et donc, de toute évidence, je crois que nous nous dirigeons, si la tendance continue, que nous nous dirigeons vers un nouveau référendum sur l'indépendance. Et donc, je pense que d'une nouvelle fois, le Québec va avoir un nouveau rendez-vous avec l'histoire. Et je sais que ces expressions-là peuvent faire rire certains qui disent vous êtes encore messianique, vous vous attendez au grand soir. Mais veux pas, c'est parce que le passage par le référendum, c'est tellement inscrit dans la conscience collective, la conscience politique des Québécois, qu'on est obligé de passer par là, si on veut. Moi, je pense pas que le Parti québécois va changer de stratégie, si on veut. Puis on le voit aussi dans ça a raison d'exister aussi. Absolument. Puis on le voit dans les sondages, le Parti québécois est de plus en plus souvent le premier ou proche de QS à deuxième chez les jeunes. Donc, les jeunes étaient pas mal plus Québec solidaire. Je vous dirais récent dans les 20 dernières années, comme vous avez mentionné. Là. C'est ça. Avant, Québec solidaire était clairement premier depuis comme une dizaine d'années. Et puis là, maintenant, c'est le Parti québécois qui revient. Pourquoi? Parce que les jeunes veulent un projet emballant. C'est ça qu'ils veulent d'abord. Et là, pendant longtemps, pendant comme 20 ans, la souveraineté, c'était vu comme le vieux projet, comme poussiéreux. C'est ringard. C'est ça, c'est ringard. C'est le projet des boomers qui ne servait plus à rien. Puis là, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, puis avec les enjeux qui montrent l'évidence et l'urgence de l'indépendance, eh bien, à mon sens, là, les jeunes comprennent qu'il y a quelque chose d'emballant à l'idée de faire du Québec un pays. Et donc, c'est pour ça que ça revient. Donc, c'est pour ça que j'ai un certain optimisme. Mais en même temps, il reste 2 ans et demi avant la prochaine élection. Le prochain référendum, est-ce que les souverainistes sont prêts? Il y a toutes ces questions-là qui s'en viennent. Et pour le moment, je pense qu'il y a des raisons de ne pas être fataliste et pessimiste. Admettons, c'est purement politique fiction ici, là, mais pour une raison ou une autre, il n'y a pas de troisième référendum dans les 10 ou 20 prochaines années. Comment est-ce que les choses vont se dérouler? J'ai envie de dire, comment est-ce que le Québec va se développer? Psychiquement, économiquement, c'est une autre question, mais si, vous l'avez dit tantôt, tous les chemins mènent au Québec, ce qui veut dire qu'on revient toujours à la question nationale, mais s'il n'y a pas de troisième référendum, est-ce qu'on passe encore en parallèle à, disons, l'objectif historique? Et donc, qu'est-ce qui se passe au Québec? Est-ce qu'on stagne intellectuellement parlant?
Ben, je pense pas qu'on va stagner, je pense qu'on va tout simplement s'assimiler. Décliner. Oui, ça va être un déclin vraiment rapide, puis on est déjà dedans, en fait. Parce que ici, même dans le Grand Montréal s'anglicise. Regardez Laval, par exemple, de 2001 à 2016, il y a eu moins 15% de francophones en termes de proportion. Donc là, c'est pas qu'on stagne là, comme société. C'est pas comme si on avait le temps, en fait, de repenser, puis peut-être de reproposer un nouvel accord. Puis... Non, on n'a pas le temps. Donc, si d'ici 10-20 ans, il se passe toujours rien, bien, c'est pas qu'il se passe rien, en fait, c'est parce qu'on va juste complètement s'affaisser comme société. Après, comme disait Jacques Beauchemin, comme il m'a déjà dit, ça veut pas dire que la société québécoise va être effondrée économiquement puis que ça va être complètement invivable. Évidemment que ça va rester une société moderne, avec des services et tout ça, mais ce ne sera plus vraiment le Québec. Ce sera plus le Québec français qu'on a toujours connu depuis 400 ans. Ce sera plus ça. Ça va être beaucoup plus assimilé à l'anglais. Ça sera pas juste le Grand Montréal. C'est ça que les gens doivent comprendre. Ça va finir par s'étendre dans toutes les régions du Québec. Puis nécessairement, comme on sait, les universités, toutes les études post-secondaires sont rendues importantes de nos jours. Donc, si la jeunesse aujourd'hui se dit, les vraies institutions prestigieuses, c'est Dawson, McGill, Concordia, puis l'UQAM, l'UDM, c'est rendu ringard. Mais nécessairement, on va s'assimiler assez rapidement. Puis la preuve en est que les Canadiens français hors Québec se sont déjà assimilés. Les Franco-ontariens, ça se parle souvent en anglais. Que ce soit nos ancêtres Canadiens-Français qui sont allés en Nouvelle-Angleterre sont rendus tous assimilés. Même chose pour les Cajuns qui se sont assimilés très rapidement. Donc ça peut se faire assez rapidement. D'ici les 10-20 ans, il ne se passe rien. On va s'assimiler comme société. L'assimilation là, des groupes que vous avez mentionnés semble être quand même largement le résultat du poids démographique. Là. Donc ici, on a peut-être un peu plus de temps de ce point de vue-là. Mais comment dire, avec l'immigration qui est assez élevée en ce moment, est-ce que ça accélère les choses? C'est la question qui, je pense que plusieurs gens se tentent d'éviter en ce moment, là, mais je pense qu'on a 400 ou 500 000 immigrants, toutes catégories confondues, là, ça veut dire permanents, temporaires et réfugiés au Québec. On en a plus par tranche de 100 000 habitants qu'à peu près n'importe quel autre, ou je crois que toute autre province au Canada. Est-ce que l'urgence là, que vous avez mentionnée, le temps qui presse, est en grande partie découle de ce grand changement démographique là? Je sais que j'ai évité certains mots qui pourraient enflammer les réseaux, là, mais soyons francs, il y a je me rappelle qu'après la victoire du non en 95, le nom de la personne m'échappe, là, mais c'est un anglophone du Canada qui avait dit « on va vous noyer dans l'immigration » et je crois que je cite le mot pour mot. Est-ce que ça joue? Ben oui, absolument. Non, mais c'est très clair. Après, justement, je suis pas non plus en train de dire que c'est... Tu sais, quand ça me fait rire quand j'entends Marc Miller dire « vous cassez du sucre sur le dos des immigrants », puis il dit ça à François Legault. Non. Moi, je fais la distinction très claire, et d'ailleurs, on le répète, je suis pas tout seul à dire, il y a une distinction très claire entre les immigrants et l'immigration. Parce que les immigrants comme tels, je les comprends parfaitement de vouloir changer de pays, de trouver un endroit qui est plus sécuritaire. Il y a tellement de pays qui sont pas du tout en sécurité partout dans le monde, je les comprends parfaitement de vouloir venir ici, de repartir une vie ici. Donc, je n'en veux pas du tout aux immigrants comme tels. Moi, c'est la politique d'immigration canadienne qui, justement, là, on le dit notamment à Radio-Canada récemment, on est rendu à près de 600 000 immigrants temporaires au Québec. Près de 600 000 immigrants temporaires au Québec. Temporaire seulement, fait qu'on exclut juste temporaire. Les permanents. Absolument. Okay, ouais. Donc, et les réfugiés? Ou les réfugiés tombent sous non, c'est les temporaires. Bonne question. Il faudrait que j'aille revérifier. Mais c'est quand on est rendu là, c'est clair qu'il y a une noyade. Puis c'est René Lévesque qui en parlait. Ouais. Je veux dire, même Jacques Parizeau avait déjà dit la question des seuils, on peut en parler. Là. Puis à un moment donné, c'est parce que justement, si on reçoit constamment des vagues migratoires qui n'en finissent plus, bien évidemment qu'on est plus chez nous, là, parce que puis c'est dommageable non seulement pour la société d'accueil, mais également pour les nouveaux arrivants. Tu sais, moi, j'en parle des nouveaux arrivants, puis ils veulent s'intégrer, ils veulent connaître c'est quoi le Québec, mais là, ils arrivent à Montréal, puis ils se disent, sont où les Québécois? Non, mais tu sais, à un moment donné, ils veulent s'intégrer, ils veulent mieux comprendre, mais ils peuvent très bien faire leur vie dans la vie de tous les jours, dans des petits cercles, dans des réseaux anglophones, puis ils circulent pas trop. Ou allophones, souvent, ça, oui, de plus en plus, c'est allophone. Absolument, puis ils vont pas sortir tant que ça en dehors du pont Jacques-Cartier, donc ils peuvent faire leur vie en anglais, et donc il n'y a pas une pression sociale si forte que ça pour apprendre le français. Et donc, évidemment que les vagues migratoires finissent par avoir un effet d'assimilation, puis on le voit dans les écoles québécoises. Quand c'est rendu que quasiment, on est rendu dans les plus de 90%, dans certaines commissions scolaires où plus de 90% des élèves sont issus de l'immigration. Donc à ce moment-là, comment on veut que l'intégration se fasse si la société d'accueil n'est même plus là? Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas de convergence culturelle si, pour moi, je dirais comme Olivier Rey, un de nos grands philosophes en France, que c'est une question de taille. C'est-à-dire, c'est la question du nombre, comme disait aussi Michel Brunet. Là. C'est-à-dire, si le nombre est trop important, bien évidemment que ça finit par être une noyade migratoire. Et c'est non seulement
mauvais pour la société d'accueil, mais également pour les nouveaux arrivants eux-mêmes. J'aimerais prendre une seconde pour interrompre cet entretien pour simplement vous rappeler de, s'il vous plaît, vous abonner, partager, liker, aimer. C'est la forme de rémunération principale, à peu près unique, d'un balado comme celui-ci. Donc, si vous pouviez faire la chose, donc, comme j'ai dit, le partager, abonner, liker, en parler à vos amis, tout simplement, ça serait grandement apprécié. Et sur ce, de retour à l'entretien. Merci. Tout à fait. Passons à un sujet un peu plus abstrait, mais tout aussi intéressant à mon avis, celui de la vie intellectuelle. Il y a relativement peu de gens qui vont participer publiquement au débat de ce qu'on pourrait appeler le débat de la cité, là. Mais vous avez pris position au sein de plusieurs débats dans différents domaines au Québec. Là, on vient d'en mentionner quelques-uns. Mais donc, pourquoi avoir choisi la vie intellectuelle? Pourquoi pas avoir fait un MBA, finalement? Bonne question. J'aurais pu faire un bac en génie aussi. Là. Ou en génie, ouais, c'est vrai. Moi, ma force, quand j'étais enfant, adolescent, c'était les mathématiques d'abord. Mais c'est pas ça qui me passionnait. C'est-à-dire, donc, comme je vous disais tout à l'heure, ma passion très tôt, dès l'âge de 13 ans, c'était la politique. Puis, très tôt dans l'adolescence, je me suis mis à lire des auteurs, des essais, de la philosophie, histoire, sociologie. Et donc, ça m'a juste poursuivi. Puis, comment dire, j'irais même pas jusqu'à dire que c'est un choix. C'est-à-dire que je me voyais pas faire autre chose que ça, parce que c'était vraiment ma passion. Toujours lire, que ce soit de l'histoire, sociologie, société, littérature. Je me voyais pas faire autre chose. Donc, même si j'aurais pu entrer en génie ou toutes sortes de choses, avocat, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui me passionnait absolument dans la vie de tous les jours, c'est tout ce qui est philosophie, sociologie, politique. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la vie intellectuelle, même si, bon, sur un plan financier, c'est beaucoup moins intelligent que le génie. Mais j'assume entièrement. Il est très payé, ouais. C'est ça, j'assume entièrement. C'est ma passion, donc c'est ça ma paye, si on veut. Là. Dans la vie de tous les jours, j'aime ce que je fais. J'aime venir ici. J'aime parler à des grands intellectuels, aller à des conférences. C'est ça qui me passionne. J'aime beaucoup mieux faire ça que d'avoir un métier qui serait plus payant, mais qui me passionnerait pas, puis qui finirait par m'aliéner, si on veut. Moi, je pense qu'il faut d'abord suivre ce qui nous passionne absolument. Mais bon, quand on fait ces choix-là, évidemment, ça me vient avec des difficultés. Donc, je pense qu'il faut continuer de bûcher, puis il faut continuer de travailler fort. Je pense que le commun des mortels, quand on vous voit à Cube Radio, par exemple, comme chroniqueur ou dans les médias, pour avoir fait la même chose, il y a relativement peu de ces choses qui sont rémunérées. Donc, souvent, on le fait gratuitement. Cube, j'imagine que Cube, c'est rémunéré, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on gagne rarement sa vie à faire ça. Au Québec, en particulier. En France, aux États-Unis, c'est peut-être pour des causes de bassin démographique est plus grand, donc il y a peut-être plus d'opportunités de faire sa vie là-dedans. Mais je pense que le commun des mortels ne se rend pas compte qu'on fait ces choses-là très souvent gratuitement. C'est du bénévolat ou par pure passion, comme vous avez dit. Et qu'on doit faire un autre travail simultanément ou en parallèle à côté. C'est quand même quelque chose que je pense que le commun des mortels ne réalise pas toujours. Est-ce que, j'ai envie de dire, vos parents vous en ont voulu de ne pas être devenu avocat ou ingénieur, par exemple? Non, ben je pense pas, en tout cas. Si c'est le cas, ils me l'ont pas dit. Non, mais... Ils sont fiers de vous. Non, c'est ça. Mais mes parents, en fait, c'est des gens qui aiment leur métier. Et donc, ça a toujours été ça, mon modèle, en fait. C'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui ont choisi de faire ce qu'ils aiment. Et donc, ça a toujours été ça, mon modèle. Ça n'a jamais été des gens qui m'ont dit « fais quelque chose d'abord pour l'argent ». Ça n'a jamais été ça. C'est d'abord « fais ce que tu aimes ». Et peu importe ce que ce sera, ben, ils ont toujours pensé que ce serait ingénieur, mais bon. Facile à dire quand ça va être ingénieur. Mais non, moi, j'ai juste suivi ce qui me passionnait. Puis mes parents ont vu très tôt que c'est vraiment ça qui me passionnait. Très tôt, je me mettais à militer en politique, que je rencontrais des personnalités. Donc, ils ont juste vu ça comme la continuité, si on veut. Donc, s'il y a une opposition, ils me l'ont pas dit comme telle. Mais comme vous dites, c'est sûr que, bon, au Québec, c'est plus difficile parce que, bon, la vie intellectuelle... À moins de travailler pour Radio-Canada, c'est assez difficile de gagner sa vie. Exactement. La vie intellectuelle n'est pas aussi développée qu'en France. Et ça s'explique, c'est-à-dire que, bon, historiquement, nos ancêtres étaient des gens qui n'allaient pas à l'école. Ils écrivaient un X pour signer. C'est normal qu'il y ait un certain anti-intellectualisme au Québec, qu'il n'y ait pas une vie intellectuelle aussi développée qu'en France. La France, quand même, c'est la grande patrie littéraire. Le siècle des Lumières, c'est là que ça s'est passé. Donc, évidemment qu'en France, c'est beaucoup plus développé. Et c'est ça, moi je dirais que Carl Bergeron avait déjà écrit sur le sujet, mais je pense que quand on s'intéresse à la vie des idées, nécessairement, ça finit, il faut regarder par un autre pays également. Il faut toujours aussi faut avoir une inspiration qui vient d'autres pays, comme la France, qui nécessairement est une patrie littéraire, qui fait beaucoup réfléchir, qui produit beaucoup d'intellectuels. Mais comme vous dites justement, au Québec, faire sa vie comme telle, juste là-dessus, ça ne marcherait pas. On va passer à la France, mais juste avant, on est dans le domaine des idées. Vous avez mentionné Mathieu Bock-Côté. Est-ce qu'il y avait d'autres auteurs dans votre jeunesse ou même aujourd'hui
qui aiguillent votre vie intellectuelle plus que d'autres, certains qui ont été marquants, par exemple? Oui, ben, je pense notamment, moi j'ai eu la chance de connaître Chantal Delsol, qui est une grande philosophe en France, peu connue au Québec, mais justement, moi je l'aime beaucoup. C'est une philosophe qui se qualifie de libérale conservatrice. Et donc, moi j'aime beaucoup sa pensée. Elle a écrit des livres qui m'ont beaucoup marqué, je pense, Le souci contemporain, L'âge du renoncement. Je pourrais en nommer d'autres, Qu'est-ce que l'homme? C'est vraiment des livres qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont fait beaucoup avancer intellectuellement. Donc, c'est une philosophe que je respecte énormément. Je pense notamment aussi à des philosophes rapprochés, par exemple comme Alain Finkielkraut, Pierre Manant. Donc, c'est des philosophes qui m'inspirent beaucoup. Puis, quand j'étais plus adolescent, j'aimais beaucoup lire George Orwell. Parce qu'on sait, Orwell, c'est pas juste l'auteur de 1984 et La ferme des animaux. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler une sorte d'anarchiste conservateur. Donc, c'est un homme qui était socialiste, mais tout en étant conscient de l'importance de l'enracinement. Puis d'ailleurs, il y a une phrase, je ne sais plus dans quel de ses livres, qui dit je suis content que la société a évolué, qu'on soit plus aussi pauvre qu'avant, mais ça va me manquer le personnage de, je sais plus comment il dit ça, mais comme le personnage de l'oncle Joe dans sa berceuse qui dit une bonne vieille expression anglaise avec sa pipe. C'est-à-dire il y avait quand même une nostalgie d'une vieille Angleterre plus pauvre, mais qui avait une certaine culture qui finit par se perdre avec l'enrichissement de la société. Et donc ça, j'étais très sensible à ça. Sinon, je sais pas, quand j'étais adolescent, j'ai beaucoup aimé notamment aussi Ayn Rand. Mais je suis pas un libertarien quand même. Mais j'aimais le fait que. Ce que j'aimais, c'est que moi, ce que je lisais souvent au Québec, dans les médias, c'était que chaque problème de société est la faute du gouvernement, de la société. Et la solution, souvent. C'est ça. C'est toujours les grandes structures. Alors que Ayn Rand dit non, c'est de votre faute. C'est de la faute des individus, ce qui se passe. C'est d'abord votre volonté individuelle qui finit par se refléter en société. Et donc, pour moi, ça me rejoignait beaucoup comme mentalité. Même si, évidemment, ça a ses limites. Là. Je ne suis pas libertarien, je ne souscris pas à l'entièreté de sa pensée, mais à l'époque, adolescent, ça m'avait marqué. Très bien. Et donc, vous avez dit que vous n'êtes pas libertarien, mais si j'avais à vous demander, à vous définir sur l'axe gauche-droite, qui est sûrement l'axe le plus pertinent aujourd'hui en ce qui a trait à identifier certaines personnes, du moins comprendre votre pensée, disons-le comme ça, où est-ce que vous vous situeriez sur l'axe gauche-droite? C'est une bonne question. Je dirais peut-être centre-droite, droite. Ça dépend de quel enjeu on parle. Parce que je pense qu'une expression qui peut finir par être quand même trompeuse. Pourquoi? Parce que quand on dit ça au Québec, gauche-droite, les gens pensent d'abord sur le plan économique. Puis ils se disent que quelqu'un de gauche veut la redistribution, quelqu'un de droite est plus capitaliste. Et donc, c'est comme si on comprend pas que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, moi, quand je dis centre-droite, droite, je suis pas en train de dire que je veux tout privatiser puis que je veux juste les grandes entreprises partout. C'est pas du tout ça, en fait. Même que peut-être qu'aux États-Unis, je serais considéré comme quelqu'un de quasiment socialiste ou de gauche. Donc, d'un pays à l'autre, ça peut beaucoup changer, ce clivage-là. Moi, c'est surtout sur le plan, en fait, de tout ce qui a rapport justement aux traditions, l'enracinement, l'identité. L'immigration, nécessairement, je vais être classé à droite. J'ai aucun problème à le dire. Tout ce qui est politiquement correct, puis le wokisme, je suis très opposé à ça. Donc, nécessairement, je me considère de droite. Je me considère comme quelqu'un de libéral conservateur. Vous diriez de droite ou conservateur? C'est-à-dire libéral conservateur. Est-ce qu'il y a une différence, à votre avis? On peut être un conservateur de gauche, comme on en a déjà discuté précédemment. Oui, c'est vrai. Mais c'est-à-dire... Non, moi, les deux me conviennent, c'est-à-dire libéral-conservateur, au sens que je pense que, justement, comme je disais plus tôt, l'homme a à la fois besoin d'enracinement et d'émancipation. Puis là, comme on vit dans une société qui est très axée sur le progressisme et l'émancipation, nous avons besoin de revenir, d'avoir un retour du pendule vers plus d'enracinement, plus de collectif, si on veut, et moins de toujours comme d'introspection de l'individu, de culture du narcissisme. Il faut comme un retour du balancier, et donc c'est pour ça que je m'identifie comme libéral-conservateur, et plus de droite, parce que, tout simplement, je constate les dégâts qui sont faits par des idées de gauche qui sont allées trop loin. Vous dites libéral-conservateur, mais j'ai l'impression que la droite, toujours en Occident, ou ce qu'on pourrait appeler les conservateurs, là, pas qu'au Québec, de plus en plus vont avoir des plateformes économiques inspirées d'une gauche de l'époque, pas la gauche, contemporaine. Je regarde, on en parle, mais le Rassemblement national en France en ce moment, quand on regarde leur plateforme économique, en réalité, c'est une vieille plateforme économique de gauche. Protectionnisme, favorise la préférence nationale, subvention, protection des différentes entreprises françaises, aide sociale à gauche et à droite, on abaisse l'âge de la retraite. C'est une plateforme de gauche, c'est pas du libéral, c'est pas encore moins du néolibéralisme, on n'est pas dans le libéralisme économique classique, si je peux dire. Mais bien sûr, vous l'avez mentionné, les questions identitaires et autres vont être à droite et ça semble être
un peu maintenant le modèle des partis de droite ou des grands partis de droite occidentaux. Tu sais, Trump, même s'il était très libéral au point de vue économique, c'est quand même fait élire sur une plateforme identitaire, là, soyons francs, en 2016, je veux dire, et s'il se fait élire en 2024, ça sera sur la même plateforme, il ne gagnera pas parce qu'il va promettre de plus en plus de libre-échange. Et paradoxalement, là, j'étire un peu, là, mais Obama, qui était de gauche, là, signait un accord de libre-échange après l'autre. Là. Donc, sa politique économique était très libérale, ce qu'on aurait dit de droite dans les années 80-90. C'était pas très différent de Reagan là, jusqu'à un certain point. Je ne veux pas trop exagérer ici, là, mais c'est pas un peu maintenant ce qui distingue la gauche et la droite et moins les questions économiques, ou du moins il y a un inversement, je dirais, je sais pas comment vous voyez la chose, mais la droite est économiquement de plus en plus de gauche, pas toujours, là, mais tandis qu'elle se réapproprie les questions identitaires, sociétales, comme on dirait aujourd'hui, alors que dans les années 80-90, la droite, ou ce qu'on appelait le conservatisme, surtout aux États-Unis, mais c'était vrai au Canada aussi, se souciait surtout des questions économiques. Peut-être parce qu'on était encore dans un esprit guerre froide, communisme versus libéralisme économique, mais est-ce que vous voyez les choses évoluer de la même façon? Et je pose une question piège, là, mais comment est-ce que la gauche et la droite vont évoluer dans les 5, 10 ou 20 prochaines années? Je sais que c'est difficile à dire, mais il faut se poser la question quand on veut se positionner, je crois. Là. C'est d'excellentes questions. Très long, Non, c'est correct. J'aime ça comme ça. Mais non, c'est vrai que il y a encore pas si longtemps, années 90-2000, bon, c'était surtout la droite affairiste comme telle. Moi, quand je dis que je suis libéral-conservateur, c'est surtout sur le plan comme politique, les grandes valeurs, si on veut. Après, sur le plan économique, je m'identifie comme un nationaliste économique. Donc, je pense qu'il faut d'abord penser aux besoins nationaux. Donc, évidemment, quand on parle de libre-échange, on va me dire c'est libéral, certes, mais il faut d'abord penser à la nation. Donc, c'est normal qu'on défende, par exemple, la gestion de l'offre, qui est peut-être considéré comme quelque chose de gauche, mais qui est d'abord pour moi quelque chose de nationaliste, en fait, tout simplement, parce qu'on défend nos producteurs à nous. Donc, je pense qu'en économie, il faut d'abord être nationaliste. C'est surtout ça l'important. Il faut d'abord penser au bien de la nation comme telle. Et donc, après, sur la droite comme telle, je pense que ce qui explique que les années 90-2000, on parlait beaucoup d'économie, c'est qu'on voyait pas vraiment d'autres enjeux. C'est-à-dire, c'était une époque où on se disait, bon, la démocratie a gagné, le communisme s'est effondré, donc c'est comme si, puis d'ailleurs, Francis Fukuyama avait écrit un célèbre livre, La fin de l'histoire. Donc on disait, ben là, il n'y a plus. On a cité par tout le monde. Oui, en effet. Mais ce qu'il nous dit Fukuyama, c'est que finalement, on n'a plus de grands combats à mener. La démocratie est l'horizon indépassable de notre temps. Il n'y aura plus de grands dangers comme tels. Donc, finalement, on est comme pris dans des enjeux, si on veut, un peu banals, ou du moins qui sont pas si passionnants que ça, comme l'économie, la gestion des affaires et tout ça. Donc, je pense que c'est pour ça que la droite était beaucoup axée sur l'économie, gestion des affaires. Mais on se rend compte que des soucis qui ont déjà été exprimés au début des années 2000, notamment par Pat Buchanan et plusieurs autres. Penseur américain Pat Buchanan. Oui, c'est ça. C'était présenté au oui, absolument. présidentiel de 94, quelque chose j'ai oublié. Mais... Et donc, on se rend compte, depuis les années 2010, fin année 2010, notamment avec Trump, le Brexit, que là, les questions identitaires, les questions d'immigration reviennent sur le devant de la scène. Et là, maintenant, plus que jamais en 2024. Et c'est peut-être pour ça que là, le terrain s'est déplacé sur l'enjeu identitaire. Pourquoi? Parce que, nécessairement, l'immigration joue un rôle considérable dans les changements démographiques, dans les changements, les débats de valeurs, quelle est notre identité, qui nous sommes, où voulons-nous aller. Donc, nécessairement, c'est sûr que l'urgence, maintenant, c'est beaucoup moins gérer l'économie que comprendre qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration. Est-ce qu'on en accepte plus, moins, mais la même chose? Comment on les intègre? Qui est-ce qu'on est à travers ça? C'est normal que on revient à des questions existentielles. Donc, je pense que c'est normal qu'il y ait eu ce déplacement-là au fil des 10 dernières années. Après, pour les 5, 10, 20 dernières années, je pense que tant aussi longtemps que la question migratoire continue d'être là, puis que le problème ne fait que s'accentuer, ou du moins, même qu'ici fait juste stagner dans le problème actuel, c'est sûr qu'on va rester dans les mêmes questions. Et nécessairement, il va continuer d'avoir des partis comme le Rassemblement national et d'autres qui vont arriver au pouvoir puis qui vont mettre des politiques en place, je pense, jusqu'à temps qu'on retrouve un point d'équilibre. On parle du Rassemblement national, passons à la France. J'ai remarqué que les intellectuels québécois souverainistes et qui se considéraient plutôt conservateurs ou plus à droite, dites-le comme vous voulez, vont souvent démontrer un intérêt particulier pour la France, un intérêt pour la culture française, mais la littérature, l'intellectualisme français et donc le débat politique et public en France, tandis que la gauche, je généralise ici, mais va souvent s'inspirer du monde anglo-saxon, des États-Unis plus particulièrement, intellectuellement parlant. Vous avez vous-même démontré un intérêt particulier pour la France. Une portion significative de l'audience de ce balado, d'ailleurs, est française.
Quel est votre rapport à la France et avez-vous remarqué une tendance similaire à ce que je viens de mentionner? Une tendance similaire à. Je comprends Dans pas. le sens où les nationalistes gens un peu plus à droite, nationalistes dans le contexte québécois, encore une fois, là, donc les souverainistes, les gens qui se diraient un peu plus de droite ou conservateurs, semblent se rapprocher culturellement, intellectuellement de la France. Je parle des souverainistes québécois, bien sûr, là, pas les souverainistes français, ça existe. Tandis que les gens de gauche au Québec, souvent, vont puiser leurs inspirations aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, du moins. Je sais pas si vous avez remarqué la même chose de un, mais j'aimerais en premier savoir quel est votre rapport à la France, parce que vous l'avez mentionné dans certains de vos articles. Donc, et voilà. Mais pour moi, c'est une nation sœur. Moi, j'ai pas de gêne à dire que c'est la mère patrie. Après, quand je dis ça, je suis pas en train de dire que je veux que le Québec s'annexe à la France. Là, mais c'est-à-dire que spirituellement, historiquement, on descend de là. C'est comme c'est le noyau dur de notre identité, on descend de là. Donc évidemment que c'est la mère patrie, puis que quand on regarde une carte de l'Europe, on regarde la France un peu comme si c'était notre chez nous. Donc c'est normal qu'on ait un sentiment d'affiliation. Puis après, quand on a un intérêt pour justement les lettres, la philosophie, on se rend compte que justement la France, c'est quand même la grande patrie littéraire de philosophie. Donc quand on s'intéresse à ça, et c'est notre langue. Ben oui, absolument. Donc on découvre des grands penseurs, des grands philosophes qui disent des choses pertinentes non seulement pour la France, mais pour le monde dans lequel on vit. Et qui aussi, ce qu'on voit, c'est que les Français ont un intérêt pour le Québec. Donc on voit qu'il y a comme un allié naturel, il y a comme c'est vraiment une nation sœur. Donc je peux comprendre que on a un intérêt pour ce pays-là, tout simplement parce qu'il produit beaucoup de grands artistes, de grands intellectuels. Et puis il y a une place pour la vie des idées, la vie artistique, la vie culturelle, que ce soit à Paris, un peu partout en France. Donc je peux comprendre qu'on ait un intérêt pour ce grand pays-là. Qui a qui vit toutes sortes de malheurs en ce moment, mais c'est-à-dire c'est normal qu'on ait ce rapprochement-là. C'est une grande source d'inspiration. Pour moi, c'est une source féconde. Tandis que pour le camp de la gauche, pourquoi les États-Unis? Parce que là, les États-Unis, sur les campus progressistes, sont très avancés dans l'idée qu'il faut tout détruire, tout déconstruire, faire un tout autre monde sur la base de toute nouvelle théorie. Donc, je peux comprendre qu'il y ait ce changement-là, mais bon, justement, nous, j'ai envie de dire que les gens plus conservateurs, souverainistes, on retrouve la source féconde, alors que, tandis que les gens de gauche semblent simplement participer à une forme de colonisation. C'est-à-dire que là, c'est des idées américaines qui continuent de nous coloniser et c'est une grille de lecture américaine qui s'applique à notre cas et qui ne s'applique pas bien, en fait. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des penseurs américains qui disent des choses très pertinentes et qui peuvent s'universaliser, mais souvent, celles qui sont prises par les auteurs de gauche sont surtout applicables dans le cas américain puis sont mal plaquées sur le cas québécois. D'autant plus que, c'est des idées qui sont, encore une fois, dans la déconstruction, qui veulent tout détruire. Donc, à mon sens, je pense que c'est beaucoup plus sain de s'intéresser au cas français. Donc, pourquoi les autres souverainistes québécois s'intéressent surtout à la France? Tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, c'est de là qu'on vient, c'est la même langue, donc on a un peu des valeurs similaires également. On le voit sur la laïcité, c'est surtout les pays francophones qui pensent à la laïcité. Que ce soit Belgique, France, Suisse, Québec, c'est vraiment le monde francophone qui est capable de comprendre la notion de laïcité puis qui veut l'appliquer. Parce que le monde anglophone n'a même pas un mot pour traduire le mot laïcité. Donc, c'est difficile de penser le concept. Donc, c'est sûr qu'on a comme des valeurs, une histoire en commun. Et donc, je peux comprendre pourquoi nous, les souverainistes québécois, on a un attachement, si vous voulez, plus fidèle à la France. Petite question piège. Est-ce que le fait que ces souverainistes québécois s'intéressent à la France reflète aussi, en plus de ce que vous avez mentionné, un besoin de s'abreuver dans une gamelle plus large intellectuellement parlant, je peux dire, de la France, dans le sens où on en vient, on en vient vite au fond des questions québécoises, dans le sens où on tourne en rond rapidement. C'est peut-être pas vrai, là, j'exagère, il y a de très grands penseurs québécois, une littérature riche, mais c'est quand même pas la littérature française, c'est quand même pas le débat philosophique français. Est-ce qu'on se tourne vers la France pour en avoir plus, parce qu'on en manque ici, en gros? Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Puis justement, je citais Carl Bergeron plus tôt, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, au Québec, vu que je reviens sur tous les chemins mènent au Québec, c'est-à-dire, vu qu'on est pris dans le nœud d'une condition... C'est avec le titre de l'entretien, je pense. Tous les chemins mènent au Québec. mais comme on est pris dans un nœud, une condition colonisée, moi j'assume le terme, on est des colonisés. Même si notre niveau de vie est beaucoup plus grand que nos ancêtres, je veux dire, psychologiquement, politiquement, nous sommes des colonisés, nous sommes annexés à un autre peuple. C'est ça, nous sommes annexés à un peuple qui décide pour nous, à notre place. Donc, nous sommes colonisés. Et donc, ça finit par se refléter psychologiquement, ça finit par se refléter dans toutes sortes de choses. Et donc, dans notre littérature, nous sommes toujours pris là-dedans. C'est comme un labyrinthe dans lequel on n'arrive pas à sortir.
sortir. Et ça se reflète dans notre littérature. Notre littérature qui a produit des classiques, c'est toujours une réflexion qui tourne en rond justement sur notre condition. Comment on va faire pour s'en sortir, puis comment on fait pour traverser l'histoire. Puis à un moment donné, on le voit, la littérature québécoise arrive difficilement à s'universaliser. Pourquoi? Parce que on vit un cas unique dans le monde, ou à peu près. C'est-à-dire, les autres nations dans le monde ne comprennent pas c'est quoi ce peuple-là qui est toujours dans un esprit un peu malsain, qui est toujours psychologiquement bizarre. C'est vraiment un cas unique. Et donc, on n'arrive pas à s'universaliser. Et comme vous dites, on tourne en rond constamment depuis vraiment longtemps. Là. On peut lire des vieux classiques 19e siècle, 20e siècle. Puis c'est toujours la même question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on devient. À un moment donné, c'est ça tourne en rond. Tandis que la littérature française, ça vient d'une nation qui est plus épanouie, qui a déjà été un empire, donc une confiance en soi. Donc, ça fait en sorte que les Français ont développé une culture qui peut être plus légère, que ce soit avec la comédie, avec tout ce qui est romantique. Donc, évidemment, quand on veut explorer d'autres facettes de l'humanité, de la condition humaine que strictement la nation, puis l'enracinement, l'identité, c'est certain qu'on doit se tourner vers la France parce que c'est eux qui ont réussi à explorer d'autres facettes de la condition humaine. Donc, pour moi, c'est tout simplement naturel qu'on se tourne vers d'autres pays pour... C'est ça qu'Arbert Geron, elle expliquait, c'est qu'il y a une insuffisance à la condition québécoise. Si on veut vraiment s'accomplir pleinement, il faut aussi se tourner vers un autre pays comme la France. Carl Bergeron dans Voir le monde avec un chapeau, ou à partir d'un chapeau. Mais, Voir le monde avec un chapeau. Avec un chapeau, oui, très bon livre. On parle de la France, difficile de ne pas mentionner les élections législatives. Il y a même des députés québécoises qui font campagne en ce moment en faveur d'une certaine coalition de partis sur le plateau Mont-Royal, pas très loin d'ici. En 2023, il y a à peu près un an, je pense que c'était en juillet d'ailleurs, là, une chronique de Cube Radio, vous avez littéralement dit que la France risquait, ou du moins, vous avez posé la question, la France se dirige-t-elle vers la guerre civile? Dernièrement, Emmanuel Macron a dit que si l'extrême gauche, l'extrême droite devaient l'emporter, donc en gros, Nouveau Front populaire ou le RN, ou l'espèce de semi-alliance RN-LR, les Républicains, Rassemblement national, devaient l'emporter, la France risquait la guerre civile, validant votre thèse, j'imagine. Comment voyez-vous les choses aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est une expression qui peut paraître forte, mais qui, malheureusement, je crois... plusieurs en parlent depuis longtemps. Oui, c'est ça, ça fait longtemps. Puis aussi, il faut savoir que historiquement, ça fait partie de l'histoire de France d'avoir des guerres civiles, d'avoir de ce genre de choses-là. On se rappelle la révolte en Vendée au cours de la Révolution française. Ça fait partie de l'histoire de France, toujours le spectre de la guerre civile qui peut arriver. Donc là, je pense qu'on est dans cette situation-là et, à mon sens, ce serait pas du tout de la faute d'un gouvernement LR-RN. Ce serait même... en fait, je pense que ce genre de choses-là pourrait précisément atténuer, en fait. C'est-à-dire que des gens de droite, comme les Républicains, ils essayent de restaurer l'autorité, d'essayer de réduire les facteurs aggravants qui mènent vers cette guerre civile-là. Les Républicains sont un peu morts, par contre. Oui. En ce moment. Absolument, mais autrement dit, je pense que les facteurs aggravants de cette crise-là, c'est pas vrai que c'est la fameuse extrême droite, qui, à mon sens, il n'y a pas d'extrême droite en France. C'est-à-dire, s'il y en a, c'est des groupuscules, c'est des groupes militants. Mais c'est-à-dire, les grands partis politiques, on peut pas dire que c'est l'extrême droite. Peut-être qu'il y a 30 ans, avec Jean-Marie Le Pen, c'était un peu extrémiste, ça allait trop loin. Mais à mon sens, on n'est pas devant une extrême droite. Et c'est pas cette droite-là qui est à l'origine de la guerre civile. Comment est-ce qu'on définit extrême droite? Tout le monde utilise le terme extrême droite, extrême gauche aujourd'hui. J'en suis un, mais j'ai ma propre définition, mais j'aimerais connaître la vôtre, en gros. Justement, j'en parlais à Cube hier avec Pierre Nantel, mais pour moi, l'extrême droite, c'est vraiment fascisme, nazisme. Et donc, ça ne correspond pas du tout au Rassemblement national, et ni à d'autres mouvements qu'on peut voir en Europe. Parce que la vraie extrême droite va, par exemple, s'opposer au parlementarisme, à la démocratie, qui sont jugés comme des systèmes trop chaotiques, mais même efféminés. Alors, absolument. Donc, puis on va privilégier l'action violente et militante sur l'intellect. Donc, celui qui réfléchit est vu, encore une fois, comme un efféminé qui comprend rien, qui ne passe pas à l'action, alors que celui qui prend les armes est vu comme le vrai homme qui agit tout de suite. Et il y a aussi le culte du chef, donc le portrait du chef qui est partout. Il y a aussi le culte de l'âge d'or, donc le retour à un âge d'or, si on veut, qui est fantasmé. Ouais. Donc dans l'Italie fasciste, il y avait l'Empire romain. On veut revenir à l'Empire romain. En Allemagne, c'était le Saint-Empire romain germanique. Donc il y a vraiment une espèce de folie, en fait, dans la vraie extrême droite. Alors que quand on regarde les partis comme Reconquête, le Rassemblement national, on n'est pas du tout là-dedans. C'est des partis qui disent, regardez là, la France a un problème avec l'immigration. C'est pas des gens qui disent on veut pas d'immigrants. Moi, quand je prends le temps de les écouter et de les lire, ces gens-là, ils disent pas on veut pas d'immigrants, pas du tout. C'est que là, il y a un problème où là, on n'est plus en sécurité en France. C'est pas normal qu'on aille à Paris et qu'on voit des militaires dans les rues avec pas juste des fusils, là, c'est des fusils d'assaut. Des chars, des fusils d'assaut. Ouais. Là, ils sont partout dans les parcs, dans les rues, n'importe où.
Moi, je me rappelle, en octobre dernier, j'étais allé à Paris, puis j'étais allé au Louvre pour la première fois de ma vie. Le lendemain, moins de 24 heures après, le Louvre était évacué pour alerte à la bombe. Et ça, c'est rendu normal. C'est rendu normal de vivre là-dedans. C'est rendu normal que des professeurs se fassent attaquer, se fassent intimider, qu'une jeune fille de 12 ans juive se fasse agresser sexuellement. C'est très récent, ça, oui. Donc, puis à chaque fois, ce ne sont pas des faits divers ou des cas isolés, ça remonte toujours à une même source que malheureusement, c'est une partie, évidemment, juste une partie de la population immigrée qui est devenue en trop grand nombre, d'une civilisation qui est très différente et qui ne s'intègre pas, et qui non seulement ne s'intègre pas, mais qui veut confronter la société française et l'assimiler, par exemple, à l'islam. Après, encore une fois, il faut faire les nuances. Moi, je ne suis pas en train de dire que tous les musulmans sont dangereux, loin de là. Au contraire, même, ils sont en danger face aux islamistes. Et donc, c'est vraiment un islamisme conquérant qui est déjà analysé par plusieurs spécialistes, par plusieurs grands experts qui nous avertissent depuis 20 ans, et qui disent, regardez, ces islamistes-là, alliés avec toutes sortes d'imams radicalisés, les frères musulmans, toutes sortes d'associations comme ça, cherchent à envahir l'Occident, à provoquer, à toujours intimider, à faire des agressions, du terrorisme. Puis nécessairement, ça nous conduit, la France, vers une sorte de guerre civile, parce que la France continue d'accueillir constamment des gens comme ça, qui sont sensibles à ces idées islamistes-là. Donc, il faut régler ces enjeux-là tout en faisant les nuances nécessaires. Alors, il nous reste 3 minutes, mais en ce qui a trait aux législatives qui arrivent, la guerre civile, ou du moins le risque de guerre civile, à mon avis, là, émane surtout du fait que le RN risque de rentrer assez fort, donc former le gouvernement, et que la gauche, dans son ensemble, une grande coalition de gauche incluant le PS qui est centre-gauche jusqu'à LFI et les écolos qui sont beaucoup plus à gauche, vont refuser toute acceptation de la chose. Et là, il risque d'avoir de passer des manifestations violentes à une paralysie du gouvernement. Et donc, tout ça s'envenimerait d'une façon extrêmement néfaste. Si la gauche passe, mettons que le LFI ou du moins le nouveau Front populaire devait rentrer, j'ai l'impression qu'il n'y aurait pas de guerre civile. Ou du moins, je pense pas que le RN va descendre dans les rues ou les gens qui supportent le Rassemblement national descendraient dans les rues. Quand on parle de guerre civile en ce moment, bon, il y a le côté islamo-gauchiste, là, je peux dire aussi, qui joue, mais j'ai l'impression que le risque principal en ce moment vient plutôt d'une certaine gauche qui s'extrémise de plus en plus. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais justement, je pense que l'islamisme, c'est le problème numéro 1. C'est celui qui est à l'origine des agressions. Ouais. Oui, c'est le problème des agressions sexuelles, du terrorisme, des attaques au couteau. Donc, ça, c'est vraiment le problème numéro 1 qui cause la quasi-guerre civile dans laquelle la France est. Mais justement, comme vous le dites, puis on ne dit pas assez souvent, c'est l'extrême gauche qui prône la violence, le fait de refuser le résultat des élections. On l'a souvent vu des leaders, que ce soit Jean-Luc Mélenchon et d'autres, dire on va refuser le résultat des élections. Donc, c'est une gauche qui assume son antidémocratisme, à moins que la démocratie soit de leur côté. Donc, c'est pas du tout la fameuse extrême droite, qui n'est pas extrême, là, qui prône, c'est-à-dire qui prône le refus. T'sais, on n'a jamais vu le RN, Reconquête et d'autres refuser le résultat des élections, par exemple, pour réélire Emmanuel Macron. On les a jamais vu faire des émeutes de fous pour faire des barricades, puis dire non, on refuse ce gouvernement-là, puis on refuse que ce soit, si le nouveau Front populaire arrive, on refuse tout simplement. Et non, c'est pas ça du tout. Ce qu'on voit, c'est, comme vous dites, c'est une extrême gauche qui refuse qu'on puisse penser autrement qu'elle, qu'on puisse faire mettre au pouvoir des gens qui pensent d'une autre façon qu'elle. Et justement, je pense que cette extrême gauche-là est carrément dangereuse. On le voit avec Raphaël Arnaud, qui est un des porte-parole de la jeune garde antifasciste et qui est un candidat pour le nouveau Front populaire et qui est un homme qui fait l'objet de plaintes pour menaces de mort, violence, apologie du terrorisme. Et donc ça, c'est les Français appelleraient fichier S. Oui, il est fichier S en plus. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment cette extrême gauche-là qui est dangereuse pour la démocratie, absolument. Philippe Lorange, mot de la fin en 1 minute. Mon Dieu, c'est... je m'attendais pas à ça, mais je dirais tout simplement que vive le Québec libre. Et puis, merci beaucoup pour cet entretien. Un plaisir. Merci à vous. Merci.